Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Pour sécuriser une app, il y a une méthode simple, tout bloquer. Mais ça tend à limiter les capacités d'une application. On peut aussi installer tout un tas de barrières, mais à chaque évolution, il faudra peut-être ouvrir certaines barrières et surtout penser à en refermer, ce qui a moins de chances d'arriver, on va pas se le mentir. Mais alors, existe-t-il une meilleure solution ? Faut-il se résigner à une rigidité de la sécurité ? Et surtout, comment faut-il communiquer sur sa sécurité ou ses manquements ? Pour répondre à ces questions de filtre, je ne reçois pas Winston Smith, mais il s'y connaît en surveillance. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Bruno. Alors Jean-Baptiste, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Avec plaisir, je suis Jean-Baptiste Avia, je suis passionné de sécurité informatique depuis mon plus jeune âge ou presque. J'ai commencé ma carrière dans la sécurité offensive, j'étais pentester, donc on faisait des tests d'intrusion dans des entreprises, évidemment légaux, on était payé par ces entreprises pour évaluer leur niveau de sécurité. Et après 5 ans à travailler de la start-up au CAC 40, à des raffineries de gaz dans le Qatar, je suis allé chez Apple, où j'ai encore fait 5 ans de sécurité offensive en interne sur les produits Apple. Et suite à ça, j'ai rencontré Pierre Métoin, qui était mon manager chez Apple et qui est devenu mon associé chez Screen. On a commencé Screen en 2015 avec une ambition de démocratiser la sécurité. Et donc notre objectif, c'était justement de fournir une solution qui ne requiert pas de tout fermer pour que quelque chose marche, qui ne soit pas à disposition uniquement des spécialistes en sécurité, mais qui puisse être installé par n'importe qui. Et donc on a créé ce produit pendant 6 ans avec une équipe croissante, et jusqu'à avril 2021 où on a été acheté par Datadog, et donc on rejoint Datadog pour créer la branche de sécurité applicative chez Datadog. Bah, déjà, félicitations pour ce rachat par Datadog, qui est quand même une belle opération. C'est après aussi une certaine réussite de Screen. Donc déjà, bravo pour ça. Belle réussite de Screen, et je pense belle réussite de notre produit aussi, parce que ça c'est parfaitement aligné avec notre vision de faire un bridge entre le monde de la sécurité et le monde des développeurs. Et Datadog est un produit qui est d'abord pour les SRE, pour les ops, pour les devs. Et alors du coup, ce parcours de commencer par le côté un peu plus offensif, de faire des pentests et compagnie pour après arriver côté défensif. Est-ce que c'est assez un peu un standard, on va dire, dans ce type de métier, de commencer par ce côté attaque avant de passer à la défense ? Je pense pas qu'il y ait vraiment de standard. Je pense par contre que pour construire un produit de sécurité, oui, c'est beaucoup mieux si on a été dans les mains si on a été un attaquant soi-même, en fait. Simplement parce qu'il y a 1000 façons de bypasser des solutions de sécurité. Alors, tout l'enjeu, c'est à la fois de pouvoir construire quelque chose qui soit résilient face à des attaquants qui ont envie de passer outre cette solution de sécurité, tout en ayant quelque chose qui marche sans que ce soit un drame à opérer, et que les gens puissent l'utiliser sans se tirer les cheveux. Alors, je sais qu'on n'est pas là pour parler de ton expérience chez Apple. On a déjà vu le cas avec l'épisode d'Olivier que tu connais, qui nous parle effectivement de son parcours chez Apple. Mais du coup, toi qui as fait du pentest dans d'autres contextes et après chez Apple, mais du coup sur un côté très, très interne, est-ce qu'il y a une différence de moyens ou de capacité dans ce que tu pouvais faire chez Apple par rapport à ce que tu pouvais faire avant sur d'autres structures ? Alors, ouais, ça n'avait rien à voir. Et en fait, je faisais pas du pentest chez Apple.
C'était de la sécurité offensive, mais qui était beaucoup plus orientée reverse engineering. Donc on allait vraiment analyser des bouts de code particuliers dans le kernel de macOS ou d'iOS, ou même d'autres OS où il y a du soft Apple qui tourne. Et donc, ouais, et je pense qu'une des particularités de cette expérience-là, c'était que j'étais assis dans le même bureau que des personnes qui construisaient des défenses. Et du coup, ça faisait un jeu de va-et-vient hyper intéressant où ça nous arrivait de rester sur un tableau blanc des heures à dire ok, tu pourrais faire ça, mais alors moi je vais te le péter comme ça, etc. Et c'était un challenge hyper intéressant. Ouais. Et du coup, ça doit changer parce que quand tu fais du pentest ou quand tu es un côté attaquant ou côté défensif, c'est un peu chacun de son côté. Là où tu avais cette communication en fait avec tes collaborateurs sur les sujets. Du coup, ça devrait changer aussi la dynamique globale et peut-être aussi la construction des produits et des solutions. Aucun doute. Avec mon recul aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été légitime sur plein de points en sécurité jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que si je me redécouvrais, moi, du haut de mes 20 ans, en train de prodiguer des conseils à un client, qui étaient des conseils pertinents parce qu'effectivement, ça allait les aider à régler leurs problèmes de sécurité. D'un autre côté, c'est des conseils d'un jeune qui avait jamais géré d'équipe, géré de vrais projets software, etc. Et le fait de... construire un produit de sécurité, ça force à créer une infra, maintenir une infra en production, avoir des équipes qui dev, avoir des sensibilités humaines et des choses comme ça à concilier. Et ça fait vraiment, évidemment, prendre beaucoup de recul et comprendre 10 fois plus vite les problématiques des gens que j'avais en face de moi. Donc ça, c'est une expérience qui a commencé chez Apple où vraiment j'étais main dans la main avec les équipes qui construisaient des compilateurs, des OS, des frameworks et des choses comme ça. Et a fortiori chez Screen, où j'ai construit les choses moi-même. Je me suis intéressé à ces problématiques de comment sécuriser en vrai une entreprise quand on a 2 développeurs qui arrivent par semaine ou des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment une problématique différente. C'est marrant ce que tu évoques, le fait que si tu te revoyais à tes 20 ans avec les conseils que tu prodiguais, tu ne serais pas forcément aligné avec ce que tu disais à l'époque. Je me détesterais. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en tant que dev, on a aussi le même truc quand tu relis un code que tu as écrit sans aller jusqu'à il y a 20 ans, mais quand tu relis un code que tu as écrit il y a quelques années, tu as aussi une certaine, pas honte, mais un peu quand même. C'est ce sentiment que tu aurais à te revoir à tes 20 ans Bien sûr. Et c'est quelque chose de positif. Notre maturité évolue sans cesse. Et être capable de prendre du recul sur ce qu'on a fait, c'est super. Et même si moi, j'ai fait un espèce de virage à 180 degrés, ce qui n'est pas exact parce que j'ai gardé un pied très fort dans la sécurité, mais le fait de découvrir... AWS, opérer des bases de données à l'échelle, etc., gérer des problèmes de prod qui sont des choses que tu fais pas quand tu fais juste faire des attaques. Tu causes des problèmes de prod plutôt. Mais donc, quand tu as tout ça, de facto, tu te rends compte que oui, tu as une nouvelle ouverture d'esprit sur plein de choses, un nouvel éclairage sur tout ce que tu avais vu auparavant. Ouais. Alors, tu as évoqué aussi un truc que je trouve intéressant, c'est comment est-ce que la sécurité ne doit pas être un fardeau pour les équipes de dev pour que ça reste opérable pour l'ensemble des gens qui vont produire le service et l'applicatif. Est-ce que ça se corrige au fur et à mesure du temps? C'est-à-dire que est-ce que ce côté fardeau, c'est un truc un petit peu archaïque qui ne se fait plus aujourd'hui? Ou la sécurité, c'est encore une pénibilité pour les devs? C'est une très bonne question. Hélas, ça se fait encore beaucoup. Tout va dépendre du niveau de maturité des entreprises qui construisent un produit. Et donc, oui, il y a la vision idéale aujourd'hui de dire, OK, la sécurité fonctionne main dans la main avec le business. Et tout comme les développeurs savent exactement qu'ils doivent shipper cette feature parce qu'il y a... telle raison business qui fait que c'est pertinent, la sécurité est au courant aussi, et donc la sécurité est capable de dire ok, on peut prendre ce raccourci d'un point de vue sécurité là, on accepte le risque et on est clair avec ce risque, il n'est pas très élevé, par contre attention, ça il faut qu'on le fasse différemment. Et cet état d'esprit d'un point de vue de la sécurité, donc l'alignement avec le business, il doit aussi venir en amont, et donc ça c'est aussi une des choses qui a beaucoup évolué dans ces dernières années, c'est de dire ok, en fait
la sécurité doit venir quand on conçoit la plateforme ou la fonctionnalité qu'on est en train de faire. Et donc ça va permettre en général de régler beaucoup de problèmes et de mettre les développeurs et la sécurité dans la salle ensemble. Les développeurs vont comprendre les problématiques de la sécurité va comprendre la fonctionnalité qu'on est en train de faire et pourquoi est-ce qu'on a besoin de la faire. Et donc personne ne va dire non, on ne peut pas faire ça en moins de 2 ans, c'est impossible, parce qu'ils comprennent que la deadline est dans 3 mois, 6 mois et qu'effectivement on va devoir faire des compromis de tous les côtés. Et c'est comme la discussion qu'on a souvent avec le produit, où est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça. Ok, c'est la même discussion avec la sécurité. Ok, essayons de faire 20% du travail qui va nous amener 80% de la sécurité, et peut-être de mitiger, d'avoir des contre-mesures différentes sur le. Et c'est un alignement en fait des ambitions et des perspectives de chacun en fait qui permet un travail en fait collaboratif, quoi. Absolument. Et donc ça c'est une grande, c'est une tendance de la sécurité qui est de communiquer avec les développeurs, et on appelle ces équipes les équipes d'AppSec, donc sécurité applicative, et c'est de facto c'était nos clients chez Screen en fait, des gens qui avaient vraiment besoin d'avoir une relation très très forte avec les développeurs, et ça va de facto être aussi nos clients chez Datadog. Top. Alors du coup chez Screen, qu'est-ce qu'il y avait de différent comme paradigme, justement, donc cette approche un petit peu différente de la sécurité qui permettait de ne pas juste tout fermer. C'était quoi l'idée de départ de pour Screen? Notre produit, tu veux dire? Et donc on a voulu prendre un contre-pied complet avec le monde de la sécurité. La plupart des produits de sécurité... Alors tiens, ça tombe bien, j'ai une capuche, donc désolé pour les auditeurs, mais ceux qui me voient le comprendront. La plupart des sites qui vendent de la sécu, tu as un mec en hoodie, en hoodie avec des flammes derrière, le site est tout noir, et ça fait peur aux gens. Et la tagline, souvent, c'est « Est-ce que vous serez le prochain à vous faire breacher ?» Peut-être, donc installez notre produit pour vous protéger. Si tu veux installer le produit, comment tu fais? Ok, tu appuies sur le bouton qui va te demander ton numéro de téléphone, et tu vas te faire rappeler par l'équipe de commerciaux. Voilà, ça c'est la sécurité old school, sécurité à papa, c'est vraiment... et la vision du danger, le hacker avec sa capuche. Et fermé, tu vois, même la documentation est derrière un site avec un mot de passe, etc. Nous, on a vraiment voulu prendre l'approche différente, et donc on a adopté tous les codes des outils de développeurs. Donc c'est quoi des outils de développeurs? On peut imaginer GitHub, New Relic, Datadog, Sentry, voilà, tout ce qui était extrêmement populaire avec les développeurs. On s'est dit, ok, faisons la même chose. Donc, on a un produit qui est devenu complètement accessible, période d'essai gratuite, même pas enforcée. Tu peux l'installer vraiment, tu fais npm install screen, pip install screen, whatever, ça va fonctionner. Et puis, notre application était extrêmement simple. Tu démarres ton app, tu vas voir sur notre site, et tu comprends, toute notre documentation est ouverte. Il n'y a pas de bullshit, on dit qu'on n'est pas magique, on explique comment on fonctionne. Oui, on va te prendre une petite partie de ta performance pour faire des checks de sécurité en plus, etc. Ça, c'est vraiment toute la vision business et communication de Screen. Et après, il y a évidemment la partie technique. La partie technique, ce qu'on a décidé de changer, et c'était une de nos très grosses innovations, c'est qu'on va fonctionner à l'intérieur de l'application. Alors que les solutions de sécurité traditionnelles fonctionnaient soit au niveau du code source, donc tu vas aller faire tourner dans ta CI, soit au niveau du réseau, donc tu vas installer un reverse proxy en frontal de l'application que tu souhaites protéger. Nous, en fonctionnant à l'intérieur de l'application, ça nous a donné énormément d'avantages. D'une part, et de désavantages qui sont toute la complexité technique avec laquelle ça s'accompagne, mais que nos clients ne voyaient pas. Donc les avantages étaient... on a tout le contexte quand quelque chose semble être une attaque. Donc par exemple, ok, ça ressemble à une attaque qui va attaquer la base de données. Et est-ce qu'on peut aller voir davantage d'informations? Oui, bien sûr, puisqu'on a l'information de est-ce que la requête qui semble malveillante a effectivement touché la base de données. Si elle a bien touché la base de données, ok, on peut la décomposer, on peut voir si effectivement les paramètres utilisateurs ont décomposé cette requête d'une façon particulière. Si tu as une attaque de type SSRF, donc ça veut dire que typiquement une URL qui vient de l'utilisateur, l'application va lui faire confiance aveuglément et va aller accéder à une ressource au hasard ou décidée par l'utilisateur, ça on va être capable de le détecter aussi. Et tout ceci fonctionne sans configuration de la part de l'utilisateur, puisque comme on est dans l'application, on est capable de voir quelles sont les dépendances et on est capable de les instrumenter automatiquement. Et c'est comme ça que fonctionnent les APM aujourd'hui, typiquement. Datadog, New Relic, etc. Si tu installes ton APM, tu vas avoir une vision très claire de ta performance. Ok, la base de données a été
40% du temps d'exécution de ma requête, le file system 10%, etc. Cette information, tu l'as sans avoir touché à ton code parce que ces solutions peuvent instrumenter le code automatiquement. Donc on a exactement la même brique technologique. Au lieu de faire une surcouche de performance, on a fait une surcouche de sécurité. Et alors du coup, cette présence au milieu du code, du coup, tu peux détecter du coup, des comportements anormaux, on va dire, dans ton code. Est-ce que du coup, c'est Screen qui va définir un ensemble de règles sur ce qu'on appelle un comportement anormal, ou est-ce que tu as une IA derrière qui va en fait analyser des comportements et petit à petit voir émerger du coup les comportements anormaux? Tout à fait, c'est une bonne question. On a plein d'heuristiques différentes, donc c'est rare d'avoir des heuristiques qui sont parfaites en sécurité. Nous, on en avait un certain nombre qui étaient capables de détecter des exploitations de vulnérabilité. Donc ça, c'est un peu le Graal, parce qu'on sait que si quelqu'un t'attaque, on va le détecter. Alors encore une fois, on n'est pas magique, on fonctionnait sur un ensemble de vulnérabilités. Et cet ensemble de vulnérabilités, si quelqu'un t'attaquait dessus, on était capable de te le dire, et on était capable de te dire, attention, sur ton fichier contrôleur.rb à la ligne 79, tu as un problème, et donc les gens recevaient directement un email avec ça, et ça c'était vraiment alerte rouge, ok, il faut qu'on y aille. C'est-à-dire que tu as une capacité à analyser le code et à dire là, dans ton code, il y a une faille de sécurité induite. On n'analysait pas le code, on détectait cette chose chaque fois que, en gros, on lançait une heuristique chaque fois que, par exemple, une requête SQL allait partir vers ta base de données. D'accord ? Et si à ce moment-là, on détectait que les paramètres utilisateurs étaient en train d'exploiter une vulnérabilité, alors on était capable de bloquer ou de te dire attention, tu as eu un problème. Et par contre là, du coup, une fois qu'on a détecté le problème, on peut regarder la stack trace, et la stack trace, tu vas avoir par exemple tous les niveaux, les lignes de code. Ouais. Donc on ne fonctionne pas sur le code source, on n'analyse pas le code source, on fonctionne vraiment au runtime lors de l'exécution de l'application, mais on est capable de détecter ces choses-là pendant qu'elles se font exploiter. Donc c'est un peu le Graal d'un point de vue sécurité, parce qu'on te dit où sont tes vulnérabilités si elles sont exploitées. Le problème, c'est que c'est pas le Graal niveau produit, parce qu'en fait, quelqu'un qui va installer Screen et avec uniquement ces fonctionnalités-là ne va rien voir, parce qu'on se fait pas attaquer tous les jours. Et c'est le problème qu'on a eu sur toute notre première base de clients. On n'a pas réussi à leur vendre ça parce que c'était pas suffisant comme information. Ils avaient l'impression que le produit ne faisait rien, même si la valeur en cas d'attaque était importante. Et donc, on a dû aller vers des heuristiques un peu différentes, où on s'est mis à détecter des attaques plutôt que des exploitations de vulnérabilité. Donc, typiquement, tu as un web scanner qui va te regarder, il va y avoir une signature du trafic très claire qu'on était capable d'analyser. Et toutes ces signatures de trafic, ça va être les mêmes si c'est quelqu'un sur HackerOne ou si c'est un pentester qui va essayer de jouer un petit peu avec ton app pour soit trouver des vulnérabilités connues, soit trouver des vulnérabilités propres à ton code. Et une fois qu'on a eu ces choses-là, il y a beaucoup plus de données qui vont arriver, parce que ton app se fait scanner tous les jours, tu le sais même pas forcément. Par contre, t'as pas envie d'avoir un email tous les jours si ton app se fait scanner, parce que ça a peu d'intérêt. Et donc là où on a dû mettre beaucoup d'intelligence et beaucoup d'analyse, c'est vraiment sur l'analyse, comment est-ce qu'on va construire des alertes qui sont pertinentes malgré le bruit qu'il peut y avoir en entrée. Ouais. Et du coup, le fait d'être présent directement dans le code, de ce que je comprends, ça te permet d'avoir un blocage plus fin, dans le sens où quelqu'un qui arrive à se faire passer par un utilisateur normal, on va dire, sur une faille classique, enfin sur une surveillance classique au niveau du réseau, vu qu'il a tous ses credentials normales, et fait il passe, il fait ce qu'il veut, et en fait c'est trop tard. Là où toi tu as une capacité du coup de l'interrompre mid-run, on va dire, en mode en fait là les données que tu veux avoir c'est pas normal, et du coup tu peux bloquer l'envoi des données. Du coup, t'as une granularité qui est un peu plus fine, quoi. C'est ça, il y a une granularité qui est beaucoup plus fine, et il y a aussi, c'est juste l'information sur laquelle tu prends ta décision qui est bien plus précise. Si tu prends un reverse proxy, et donc les web application firewall, vraiment les solutions classiques, ça prend une requête HTTP et ça lance des expressions régulières dessus. Ok, donc c'est très bien, mais en fait, si ton application, je sais pas, si tu reçois une requête HTTP qui va essayer de taper sur toto.php et que dans le body il y a une attaque, bah là ton web application firewall va dire oh là là, attention, une attaque. Et donc les analystes de l'autre côté, les gens qui reçoivent les alertes du WAF, vont devoir déployer beaucoup d'efforts pour comprendre si c'est pertinent ou pas. Alors que nous, si on reçoit ça et que tu as une application Java par exemple, ok, toto.php on s'en fout, c'est un 404, donc en fait c'est aucune importance, on va même pas te le dire. Et
Et en fait, cette précision qu'on est capable d'avoir, elle peut aller très très loin. Par exemple, tu reçois une attaque de type SSRF, ok, en fait, ça ne m'intéresse pas puisque mon application ne fait pas d'appel réseau, par exemple. D'accord, je vais recevoir une attaque MongoDB, ça ne m'intéresse pas, cette application ne fait pas de MongoDB. Et tu peux aller aussi profond que tu veux. Est-ce que cette route-là, en l'occurrence, fait des requêtes réseau ou du MongoDB? Non. Est-ce que, par exemple, cet argument utilisateur qui a effectivement une attaque de type X se retrouve dans l'API qui va utiliser cette technologie de type X? Si oui, alors on a peut-être un problème. Sinon, il n'y a même pas besoin de le remonter. Et donc, c'est vraiment toute cette granularité d'informations qu'on a à l'intérieur de l'app qui nous permet d'être précis et de réduire le nombre de faux positifs que on a. Et alors, tu nous as dit qu'il y avait ces avantages-là donc, que tu as évoqués, mais qu'il y avait aussi des inconvénients à avoir cette intégration dans le code. Alors, sans essayer de détruire entièrement ce que vous avez fait avec Screen et Datadog, quels sont du coup les drawbacks, on va dire, de ce type de solution? Les inconvénients sont très simples. C'est que si tu veux installer un WAF, qui est un reverse proxy, en fait, c'est très simple, parce qu'une équipe de sécurité, elle va juste avoir à dire à l'équipe réseau, ok, installez-moi ce reverse proxy à quelques endroits de mon réseau. Je schématise un peu, mais il suffit de quelques commandes Terraform pour que ça fonctionne. Alors que si tu veux installer Screen ou Datadog AppSec dans ton application, il va falloir que tu ailles voir les équipes et que tu leur demandes à chaque équipe de développeurs, ok, pouvez-vous installer cette nouvelle dépendance et ajouter cette ligne de configuration, etc. Et donc, pour une équipe de sécurité, aller voir quelques équipes d'Ops, c'est faisable. Aller voir à l'échelle d'une entreprise importante, aller voir des dizaines d'équipes de développeurs pour qu'ils installent Screen, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'autre problème qu'on avait lié à ça, c'est que les développeurs souvent sont méfiants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne connais pas, j'ai jamais vu, etc. Et enfin, ils sont pas forcément tous méfiants. Il y en a qui installent des packages sans trop regarder d'où ça vient. Il y a de tout, je te l'accorde. Par contre, tu as tendance à être méfiant quand tu es dans une entreprise où la sécurité est souvent un peu old school et où elle va te dire est-ce que tu veux installer ça? C'est qui ce mec? Je ne l'ai jamais vu, il a sûrement aucune idée de comment fonctionne mon application, je ne vais pas lui faire confiance. Et ça, c'est pour, avant de refermer la parenthèse, c'est quelque chose qui nous a semblait extrêmement complémentaire dans ce que faisait Datadog, c'est que Datadog, c'est un APM qui est déjà installé par beaucoup de développeurs parce qu'ils ont besoin de cette fonctionnalité. Et nous, on est en train d'intégrer AppSec dans l'APM. Donc, ça rendra l'activation d'AppSec pour tous les clients Datadog beaucoup, beaucoup plus facile le jour où ils souhaiteront y passer. Ok. J'ai été perturbé par le chat. Il y a une question pour toi qui est What is love? Alors je sais pas si... C'est une très bonne question. La réponse que j'ai tendance à faire, c'est Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Bien évidemment. Bien sûr. C'est une petite private joke. Exactement. Pour revenir du coup sur le sujet, on parlait du coup de ce côté installation à proximité du code pour l'ensemble des devs. J'essaie de retrouver ma question en même temps que je la formule, mais j'ai du mal. Arrête de lire le chat. Ah oui, non, c'était sur... ma question, c'était, comme du coup, tu es justement posé dans le code, on est clairement sur un côté applicatif. Quel est du coup le rôle des ops? Parce que normalement, la sécurité, c'est souvent je vais pas dire un fardeau, mais c'est une responsabilité qui est portée par les ops. Est-ce que du coup le fait de l'installer dans le code ça change la responsabilité, du coup elle passe côté dev ou les ops ils ont encore accès à ça? Non, c'est une bonne question, mais en fait la responsabilité de la sécurité elle vient de celui qui en a le pouvoir. Donc les ops, ils ont effectivement le pouvoir de déployer des bases de données sans laisser d'accès ouvert sur Internet ou en mettant un mot de passe, en mettant du SSL et en mettant un bastion pour ne pas ouvrir SSH partout dans tes instances en prod. Par contre, ils n'ont pas le pouvoir d'écrire du code qui va bien vérifier les permissions, etc. Cette responsabilité-là, elle incombe aux développeurs parce que c'est eux qui vont écrire ces choses-là. Et donc, non, Screen ne va pas changer ce modèle-là. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être aider à rappeler aux développeurs que la sécurité est importante. Et de facto, on sait que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la sécurité a été vraiment négligée dans les applications dans le passé, parce que, et c'est normal, hein, c'est une question de maturation tout ça, parce que les développeurs sont
leur incentive, c'est de shipper des features. Je suis désolé pour ces anglicismes horribles, mais c'est ça qui fait qu'un développeur va être considéré comme ayant du succès ou non. C'est est-ce que tu arrives vraiment à livrer tes fonctionnalités en temps et en heure? Est-ce qu'elles sont sécurisées? Ok, c'est une seconde question. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui regardent si les fonctionnalités sont performantes, c'est important pour le business. Super, et ben demain, la sécurité va avoir le même niveau d'application. Je parle pour je généralise un petit peu en disant ça. Quand tu parles justement de cette maturité de la sécurité, est-ce que c'est pas juste parce qu'en fait, entre les attaquants et les défenseurs, c'est un jeu du chat et de la souris en permanence. Est-ce que ce regain en maturité récent, c'est pas juste un rattrapage d'une course et qu'en fait on va revenir à un moment à un équilibre inverse? Enfin, tu vois, c'est permanent, perpétuel. Bien sûr, évidemment, il n'y a qu'à voir tous les bugs que des gens peuvent acheter, des bugs de sécurité deviennent de plus en plus chers, mais en même temps de plus en plus communs, et donc paradoxalement le coût ne baisse pas tant que ça malgré le fait qu'il y en ait de plus en plus. D'autre part, désolé, j'ai perdu ma phrase. Mais le fait que les développeurs commencent à s'intéresser, ou en tout cas que le monde commence à s'intéresser davantage à la sécurité, va se répercuter sur tout le monde. Et ça va commencer. Il y a plein de dimensions liées à ça. Tu peux prendre la GDPR par exemple, ou la CCPA en Californie, et toutes ces normes-là, qui sont une façon de business d'aller motiver les entreprises à faire de la sécurité, parce que tu peux avoir des grosses amendes, etc. C'est juste un exemple, mais c'est un premier exemple qui va devenir culturel en fait, et les gens vont se rendre compte que oui, la sécurité est importante. On a tous aujourd'hui des données privées qu'on n'aimerait pas voir exposées partout. On est confiant ou pas dans la sécurité de son téléphone, on aimerait l'être sur tous les endroits où on laisse des informations personnelles. Ouais. Et alors du coup, il y a une importance maintenant justement de connaître les failles qu'on peut avoir dans son système. Il y a plein de solutions qui existent. On a les pentests, il y a les bug bounty, il y a des solutions comme ce que fait Screen. Datadog. Comme Datadog, pardon. Comment est-ce que, si on prend alors j'imagine qu'il y en a peut-être encore d'autres que tu pourrais aussi peut-être me présenter, mais pour toi, pour une application qui commence ou qui est en train de se poser vraiment des questions sur ces aspects-là, il vaut mieux partir sur quoi? Est-ce que c'est une combinaison d'un petit peu tout ça? Enfin, tu vois, comment tu t'ordonnes un petit peu ces différents moyens? Bien sûr. Grosso modo, il faut faire le moins de travail soi-même. Donc vraiment, il faut se réutiliser sur des briques existantes et populaires. Alors quand je dis ça, je pense aussitôt à... c'était quoi? Padleft ou LeftPad, hein, une des dépendances Node qui avait une vulnérabilité. Donc, ok, je vais aller plus loin. Il faut faire le moins de choses soi-même et aussi, il ne faut pas être très innovant, en fait. Donc en fait, si tu prends la sécurité en 1995, tu voulais faire un site web, tu écrivais tout toi-même en PHP et tu avais des dizaines de bugs par ligne, simplement parce que tout le monde refaisait le même travail et donc il n'y avait qu'une paire d'yeux sur ton code. Si tu refaisais le même boulot en 2010, par exemple, tu avais Ruby on Rails qui a commencé à avoir plein de frameworks extrêmement prescriptifs, des dépendances qui étaient... peu nombreuses, mais qui fonctionnaient très bien et qui étaient donc revues par beaucoup de communautés et qui a réussi à fermer plein de gaps. Et cette approche vraiment framework en disant ok, on utilise des briques qui sont relativement standards, qui ne sont pas forcément cutting edge, mais qui fonctionnent très bien, c'est une très belle approche. Et ce qui a changé vraiment Ruby on Rails, c'est réussir à populariser des choses telles que un moteur de template pour générer ton HTML ou ton JSON, un ORM pour aller parler à ta base de données, une façon standard de structurer tes applications, ce qui rend à la fois la détection des inputs utilisateurs beaucoup plus simple, l'audit de code plus simple, qui va vraiment réussir à tout cadrer pour t'aider à améliorer. Donc si j'ai un conseil pour une startup qui veut se lancer demain, considérer un framework tel que Ruby on Rails, il y a des équivalents un peu dans tous les langages. Pour bien gérer tout ce qui est dépendance notamment, c'est éviter les trucs qui sont un petit peu partout. Dépendance et t'assurer que tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Ouais. Si tu commences ton app, tu vas pas avoir besoin de la base de données qui n'est supportée par personne. Pars sur un truc standard comme un PostgreSQL qui a un ORM très clair, tout le monde connaît et c'est plus difficile de faire des erreurs en utilisant des choses standards et éprouvées qu'en utilisant des trucs cutting edge. Et donc, les pentests, les bug bounty, les solutions comme Datadog, pour toi, c'est dans un deuxième temps
Il faut d'abord une certaine maturité technique interne avant de se dire... Oui, on va pas se mentir. En général, quand tu montes ta startup, tu n'as même pas les moyens de t'acheter un pentest ou un Datadog. Parce que ton seul objectif, c'est que ta boîte survive et que tes premiers clients utilisent ton produit. Donc oui, commence par ça et puis tu verras ensuite, bien sûr, bien sûr. Par contre, ce qui ne fait jamais de mal, c'est si tu as un pote qui connaît la sécu, si tu as un pote qui connaît bien le monde du dev, assieds-toi avec eux 1 heure et puis explique-leur ce que tu as prévu de faire. Et là, tu vas avoir un bon feedback. Genre, non, tu ne devrais pas du tout structurer ton réseau sur AWS comme ça. Ou non, tu ne devrais pas du tout utiliser AWS, mais Heroku peut-être en premier. Ou je ne sais quoi. Mais utilise un petit peu prépare ton travail en amont pour être sûr de partir dans la bonne direction. Alors, pour reprendre une question du chat, qui est effectivement une question intéressante, alors je vais te la complexifier un peu, parce que j'ai fait plusieurs épisodes sur la sécurité sur ce podcast, et souvent on me donne la même réponse, qui est que... donc la question c'est, quel est le meilleur moyen pour un dev qui veut level up en sécurité aujourd'hui ? Ce qu'on me répond souvent, c'est il faut aller sur le WASP, voir un peu les failles les plus courantes, les exploits les plus courants, et voir du coup comment est-ce que tu t'en protèges côté code. C'est une bonne réponse, mais c'est pas très drôle. C'est pas très drôle, mais surtout c'est très générique en fait. Tu vois ce que je veux dire ? En termes sur un aspect plus pratique, plus concret, qu'est-ce qu'un dev doit faire ? Donc un dev qui maîtrise son framework, un ensemble d'ORM et compagnie, qu'est-ce qu'il doit faire pour cranter un petit peu sur l'aspect sécurité? Alors là, tout va dépendre de ton environnement. Si tu es dans une boîte de taille relativement importante, va parler à l'équipe sécurité, parce que c'est évident qu'eux ont déjà vu des problèmes sur les apps qui tournent en prod chez toi. Et donc, prends un café avec eux et dis-leur tiens, moi je suis intéressé par la sécu, qu'est-ce que tu vois comme problème chez nous et qu'est-ce que je pourrais faire et peut-être est-ce que je peux aider, quoi. Et donc ils vont être hyper contents parce que souvent c'est un lien qui est dur à créer, le lien entre la sécurité et les développeurs, et donc ils vont être ravis de te montrer, ok, regarde, on a ce problème, ce bug là on n'a jamais réussi à le faire comprendre, il est toujours pas corrigé, et à contrario le développeur dit, et pourquoi vous nous demandez ça, on peut pas le faire. Et donc ça va être une discussion très enrichissante et cette personne là va pouvoir monter en compétence. C'est une façon de faire. Une façon que je trouve cool, qu'on a fait plusieurs fois chez Screen, on a fait ce qu'on appelait des hack nights. On offrait des pizzas et des boissons à toute l'équipe et on se mettait tous autour d'un challenge en commun. Et souvent on faisait des petites équipes de 2, mais tout le monde sur le même challenge, et on devait aller exploiter des problèmes de sécurité. Donc en général on commençait avec 5 minutes de cours un peu théorique sur c'est quoi cette vulnérabilité, et puis tout le monde allait essayer de l'exploiter, et puis monter. Et puis quand quelqu'un avait réussi, il allait aider les autres, etc. Et donc c'était très sympa. C'est une des façons de faire. Et pour ça, il faut déjà avoir un peu d'appétence en sécurité dans son entreprise. S'il y a zéro appétence, vous avez des sites tels que RootMe qui vont vous mettre des challenges à disposition qui sont en général très bien faits, accessibles, et dans lesquels on va pouvoir démarrer à exploiter un XSS, une injection SQL, un SSRF et plein de vulnérabilités un peu différentes. Alors dans le chat, on suggère aussi de venir te voir en conférence. Moi, j'ajoute peut-être écouter ton podcast, qui est aussi peut-être un moyen de progresser en sécurité. Absolument, que des bonnes recommandations. Conseils, tout à fait. Donc je fais le petit placement pour mon podcast AppSec Builders, qui interviewe une fois tous les 2 mois en moyenne un expert en sécurité, mais justement avec cette approche un peu moderne de la sécurité et ce bridge qu'on a envie de créer avec les équipes de développeurs, puisque la sécurité ne peut pas fonctionner en silo. Ouais. On mettra le lien vers ton podcast en description de cet épisode, bien évidemment. Et moi, comme à chaque fois qu'on fait un épisode sur la sécurité, je vous redirige vers l'épisode que j'ai fait avec Olivier d'Interenchères, qui nous raconte le hack qu'il a vécu et qui nous raconte heure par heure comment est-ce qu'ils ont rétabli le service. Et je pense que c'est l'épisode de sécurité le plus concret et le plus pragmatique qu'il y a pu avoir sur le podcast. Et c'est d'ailleurs un des épisodes les plus écoutés. Ça montre bien que ce genre de témoignage est vraiment rare et vraiment agréable à écouter. Et du coup, j'en profite pour rebondir. Talent d'animateur. Effectivement, ce genre de témoignage, j'ai beaucoup de mal. Comme c'est un épisode qui a très bien marché, je cherche d'autres personnes, d'autres CTO qui ont vécu cette histoire-là, d'avoir un hack, une faille de sécurité, un truc, et qui viennent le raconter. C'est très difficile d'avoir ce genre de retour d'expérience, de post-mortem. Qu'est-ce que toi, tu recommandes comme communication ? Parce que personne n'est à l'abri de se faire
spawner un jour ou router. Enfin bref, il y a plein de termes qui existent. Toi, qu'est-ce que tu recommandes comme méthode d'approche de communication quand ce genre de choses arrive? C'est une bonne question. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est beaucoup de transparence et beaucoup d'humilité. Personne n'est à l'abri. Beaucoup de grosses entreprises ont eu des problèmes là alors qu'elles ont des équipes de sécurité absolument incroyables. Ça arrivait à Google en 2010. Enfin, vraiment, je pense que personne n'est à l'abri. Non, il faut qu'on garde ça en tête. Donc ça force à répondre avec vraiment beaucoup d'humilité. Et si vous expliquez au client, ok, on a eu ce problème, voilà ce qui s'est passé. Évidemment, au début, vous n'allez pas savoir, donc il va vous falloir peut-être plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines pour réussir à investiguer et comprendre jusqu'où les attaquants sont remontés, combien de temps est-ce que ça leur a pris pour faire ça, quels sont les utilisateurs qui ont été impactés. Évidemment, il va falloir trouver une bonne balance entre rassurer vos utilisateurs mais être néanmoins transparent avec eux. Et donc, il faut garder ça en tête. Tout dépend évidemment de votre service. Si vous êtes un site de commerce en ligne et que vous vendez, je sais pas, des chaussures, c'est sûrement moins dramatique que si vous êtes un laboratoire et que ce que vous faites, c'est des tests Covid, par exemple, où on n'a pas envie que toutes ces informations personnelles et de santé soient divulguées absolument partout. Donc évidemment, garder cette mesure dans la communication, c'est un exercice difficile. Communiquer sur des gros problèmes qu'on a eus, faites-le évidemment main dans la main avec les autres personnes de votre entreprise. L'objectif, c'est de trouver le bon ton, mais de garder humilité, parce que vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir découvrir dans les semaines qui viennent. Et du coup, est-ce que cette communication autour de la sécurité, elle doit avoir lieu uniquement quand il y a une faille qui a été exploitée, tu vois, ou est-ce qu'il faut une communication plus régulière, plus pérenne autour de la sécurité de ton service, même si c'est à ton détriment? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend de ce qu'on appelle par est-ce qu'il y a eu une faille qui a été exploitée. Si effectivement il y a eu des données personnelles des utilisateurs qui ont été en jeu, donc là il y a même une obligation légale de divulguer ces choses-là. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas forcément raison. Et de toute façon, il y a beaucoup de bugs qui vont être corrigés par vos développeurs sans même que, je sais pas, le CTO soit au courant et qui ont des problèmes de sécurité. Simplement, les développeurs n'ont pas forcément eu ce regard sur le bug avec un œil offensif, en fait. Et donc voilà, il y a des choses qui sont réglées, qui étaient des problèmes de sécurité potentiels, qui tout simplement n'ont jamais eu d'autre historique qu'un bug réglé. J'ai répondu à ta question. Oui, je pense qu'effectivement, ce que tu dis, c'est qu'il faut une communication plus régulière, mais qu'en fait, il y a beaucoup de bugs qui sont corrigés sans même qu'on le sache. En fait, donc c'est difficile de communiquer sur des choses qu'on ne sait pas. Tout à fait. Et après, tu peux prendre des boîtes à l'échelle comme Microsoft qui a le patch Tuesday, donc qui va réaliser ces bugs de façon très très régulière. Et tous les chercheurs en sécurité attendent avec impatience pour voir quels sont les bugs qui ont été fixés par Microsoft. Donc là, il n'y a même pas vraiment de communication. Et quand il y a une communication proactive, c'est qu'il y a vraiment un problème très 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 grave. Et alors du coup, sur ces failles de sécurité, aujourd'hui, on parlait de ce gain en maturité qu'il y a sur l'industrie en ce moment. Je pense qu'il y a un gain en maturité, mais qu'il y a quand même encore un certain retard sur certaines choses. Je pense qu'on peut considérer qu'il y a beaucoup de services ou de sites ou d'applications qui se sont fait hacker, mais qui ne le savent pas. Comment est-ce qu'on peut détecter de manière certaine qu'on a une faille, qu'elle a été exploitée et que du coup, il y a des trucs qui sont en train d'être diffusés partout? Il n'y a pas de recette miracle, hélas. On peut... Il y a des entreprises dont c'est le business de mettre des fausses données dans votre base de données et d'ensuite aller monitorer le dark web ou le web pour essayer de trouver ces choses-là. Vous avez HTB qui est fait par Troy Hunt qui passe beaucoup de temps à lister des bases de données de sites volés. Et donc, si vous avez typiquement un mot de passe quelque part, il va être capable de vous dire si votre mot de passe a été volé ou pas. C'est fait intelligemment. HTB, c'est lié à Have I Been Pwned, c'est absolument, ça? C'est Have I Been Pwned. Okay. Ouais. J'ai peut-être pas dit les bonnes initiales. Oui, c'est pour ça que je voulais juste être sûr qu'on était sur le bon truc. Yes, donc Have I Been Pwned de Troy Hunt. Et donc ça, c'est des façons de faire. Ensuite, si vous voulez avoir un autre œil sur votre sécurité à vous, oui, là, il va falloir faire plein de choses. Vous pouvez faire un audit de code, vous pouvez faire un pentest, vous pouvez demander déjà à vos développeurs, et au fait, si tu penses qu'on a des problèmes de sécurité, où sont-ils? Et donc vraiment faire
une espèce d'interview en interne de l'existant, quoi. Mais il n'y a pas de façon miracle de savoir si on a été breach ou pas. Et pour se maintenir à niveau en termes de sécurité, pour maintenir à jour, on va dire, la sécurité de son application, le bug bounty a l'avantage d'être plus long terme, enfin plus permanent que pentest. Ouais. L'avantage du bug bounty, c'est qu'il va être permanent. L'inconvénient, c'est qu'il va générer beaucoup de bruit. Donc en fait, il faut réussir à trouver un juste milieu. Du bruit, c'est-à-dire dans la presse, tu veux dire, ou sur tes logs du bruit sur, voilà, on va avoir beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ai trouvé ce truc-là ». Parfois, il va y avoir un peu de malhonnêteté parce qu'il y a une incentive financière en fonction de la gravité du bug. Donc, il y a une malhonnêteté qui va être parfois difficile à gérer. Vous pouvez avoir 10 fois le même bug qui va être remonté. Donc, il faut déjà avoir un peu de bande passante allouée à la sécurité pour faire du bug bounty. Je pense qu'en général, pour dégrossir, il vaut mieux faire quelques pentests. Et de toute façon, c'est ce qui va être demandé initialement par vos clients. On signe, mais assurez-nous que vous faites bien un pentest par an. Et donc, ouais, les pentests vont vraiment permettre de dégrossir. Déjà, familiariser un petit peu vos développeurs. J'ai écrit un article de blog sur comment leverage un pentest dans ton entreprise. C'est une vraie opportunité pour que tous tes développeurs et tous tes ops comprennent ce qui est en train de se passer et commencent à se poser la question de sécurité. Ok. Alors du coup, on mettra le lien vers ton article dans la description de l'épisode. C'est toujours très prêt en termes de ressources. Alors du coup, sur ces différents... Je vais te retrouver ma question. Elle est où ? Elle est... Oui, quand on met à jour sa sécurité, de plus en plus on est de plus en plus sur des systèmes distribués qui parfois ont aussi des pérennités plus ou moins longues. C'est encore plus le cas quand on fait des applications mobiles qui sont installées sur des milliers, voire des millions de devices. Comment tu fais pour garantir que en fait, ta faille de sécurité elle a bien été bouchée partout? Parce que tu peux avoir en fait ton client distribué qui est la faille elle-même. Comment tu fais pour garantir ce genre de... Donc ton exemple, c'est si j'installe une application ou quelque chose comme ça, comment est-ce que je peux me prémunir de ça? Je crois que je vois où tu veux en venir, hein, Bruno. Tout dépend. Si tu es Apple et que la vulnérabilité est dans une des applications de ton store, en fait c'est facile parce que les applications sont mises à jour automatiquement. Okay, donc ça c'est un modèle qui est plutôt réglé, c'est facile. Parce que ça aujourd'hui sur les App Store, on peut noter une criticité de mise à jour de ton application en mode il faut vraiment que tout le monde l'installe. Alors pas que je sache, okay. Mais ce que je sais c'est que sur la plupart des téléphones, les apps sont mises à jour automatiquement. Alors je suis désolé, je suis très Apple moi. Mais ça me va aussi, je suis full Apple aussi. Bon, très bien. Ensuite, si tu dépends d'une action de l'utilisateur pour qu'il mette à jour son logiciel vulnérable, là c'est pas gagné. Et là ça va être beaucoup plus difficile. Et là tu as un peu deux options. Soit tu t'adresses à un public restreint de professionnels et alors tu as leur adresse et tu peux aller leur écrire et leur dire s'il vous plaît mettez à jour. Soit tu t'adresses à un panel infini avec, je sais pas, ma grand-mère dedans par exemple, et là ça va pas du tout, ça va pas être possible. Mais tu peux, il y a des apps qui font ça, c'est-à-dire que au lancement, elles vérifient la version que tu as et qui t'empêchent de l'utiliser si tu n'as pas la dernière version, quoi. Tout à fait, ça peut être une bonne pratique. C'est juste pas du tout acceptable dans le monde de l'entreprise, par exemple. Tu peux pas forcer un admin 6 à attendre que le truc ait fini de se mettre à jour ou changer un comportement qui va pas être lié. Je vois. Et alors du coup, je reprends une question du chat, c'est top, il y a plein de questions dans le chat aujourd'hui. Si vous nous écoutez, vous n'êtes pas en live, n'hésitez pas à venir régulièrement sur Twitch, de rejoindre la chaîne Discord pour participer au live. C'est aussi un moyen de voir vos questions relayées à mon invité du jour. Donc je prends du coup la question de Grumpy. Quand tu fais un pentest sur ton app et que ça te sort des trous plus ou moins béants et que tu as du coup une difficulté à voir comment prioriser et comment réagir face à tout ça, comment est-ce que... c'est quoi les bons conseils, on va dire, pour... réagir à un pentest, au résultat surtout d'un pentest? Bien sûr, ça il faut travailler main dans la main avec les auditeurs. En général, les gens qui réalisent le pentest vont
classer les bugs par sévérité. Donc il y a du plus grave, il faut absolument pas enfin, il faut que ce soit corrigé très vite, au moins grave, donc là il y a un risque mais c'est léger, et donc il faut tout simplement prioriser de cette façon-là. Si vous n'êtes pas sûr, ce qu'il faut c'est mettre les pentesters et les développeurs dans la même salle et s'assurer que l'impact du bug est réel, parce que parfois les pentesters ont une compréhension métier limitée de l'application, et à contrario les développeurs ont la vision totale et savent aussi combien de temps va être nécessaire pour fixer le bug, et donc c'est comme ça qu'on arrive à prioriser. Par contre, je parlais tout à l'heure de la façon dont réagir à un incident de sécurité. Ce genre de choses, ça va être clé. Votre réaction face à ce genre de truc va être clé sur une telle réponse. Il faut que vous soyez aussi honnête et éthique sur ce genre de choses. Si vous avez des gros problèmes, ok, il faut les adresser et il faut les fixer. C'est des choses que dans des plus grandes sociétés, on va reporter au board, par exemple. Donc c'est vraiment important d'être transparent là-dessus. Il faut que vous communiquiez aussi en interne. Il faut aller voir le CEO, les équipes produits, en disant ok, bon là désolé, on va avoir un petit peu de délai parce qu'on a tous ces bugs-là qui n'étaient pas prévus à régler. On va mettre en place les pratiques pour que ça ne se produise plus dans le futur, mais là il faut qu'on temporise. Si les failles sont aussi importantes, il faut prévoir peut-être un plan de communication une fois qu'une grosse faille est corrigée auprès des clients, en disant voilà, on vous prévient, en fait on avait cette faille là, mais elle est corrigée. En fait, tu vois, prévenir qu'il y a des risques. Encore une fois, bien sûr, mais tout dépend. On n'a pas envie de crier au loup parce qu'on n'a pas envie d'inquiéter nos clients quand il n'y a pas besoin. Donc ce qu'il faut faire, c'est aussi regarder, ok, est-ce que cette faille a été exploitée? Est-ce que j'ai la connaissance pour dire si cette faille a été exploitée? Depuis quand cette faille est là? Si elle est là depuis 2 jours, ok, peut-être que le risque est très limité. Si elle est là depuis le début, effectivement, tous mes clients ont été exposés. À moi de voir. Il n'y a pas des obligations légales maintenant de publication de failles existantes connues ou c'est uniquement sur les exploits connus? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de législation sur les failles existantes, en particulier si on peut dire qu'elles n'ont pas été exploitées. Et encore une fois, c'est un problème difficile. Non, mais à ma connaissance, il n'y a pas. Et okay. Mais je peux heureux d'être que ce soit porté à ma connaissance. En tout cas. Non, mais moi je te posais la question. Après, dans la question de Grumpy, il y avait un autre aspect. Je pense que je me doute de ta réponse, mais il évoquait comment est-ce qu'on gère quand tu peux avoir des développeurs qui ont un certain ego et qui vont mal prendre le fait qu'un pentest donne un retour pas optimal. Ils peuvent le prendre mal, et là, tout dépend des gros sabots de l'auditeur aussi, et tout dépend de la façon dont le pentest a été amené. Évidemment, il ne faut pas présenter ça à ses équipes en disant ok, on va voir qui fait du code non sécurisé. C'est de facto, oui, je pense qu'en tant que développeur, on a tous des affinités. Certains, ça va être la performance, d'autres, ça va être l'UX, peut-être que d'autres, ça va être la sécurité. Et ok, c'est ok, il y a eu ces problèmes-là, on va tous s'améliorer. Ok, il faut qu'on apprenne et qu'on monte notre niveau en sécurité. Mais bien sûr, l'ego peut être un des plus gros problèmes en entreprise. Mais je pense qu'effectivement, cibler quelqu'un en particulier, c'est pas ce qui fonctionne. Et après, faut savoir mettre son ego de côté. Enfin, quand un expert vient te voir et te dit là, t'as laissé un trou béant, c'est pas une façon de dire c'est toi qui es mauvais, c'est juste que profites-en pour apprendre. Quel que soit ton ego, les bons développeurs sont en général heureux d'apprendre. Ouais. Et en général, les bons développeurs écoutent ce podcast. Il y a du coup aussi un autre... on l'a dit, hein, la sécurité, c'est un problème c'est un sujet de plus en plus important pour l'ensemble des entreprises, parce que du coup, la capacité des attaquants a quand même été multipliée. Tu vois, on évoquait tout à l'heure AWS et compagnie. C'est vrai que c'est des outils qui sont formidables, mais en fait, ça a aussi permis d'augmenter les capacités d'attaque de beaucoup de gens. C'est quoi la dernière grande tendance dans les attaques que tu peux voir sur les 18 mois et qui sont écoulés ou les 2 dernières années? Yes, je pense que une des choses qui a explosé, c'est tout ce qui est ransomware, où on a eu beaucoup d'entreprises complètes qui ont été loquées avec des ransomware, certaines qui ont payé, certaines qui ont fait appel à des équipes spécialisées en négociation de ransomware, etc. Donc ça, c'était une grosse tendance qui est principalement liée souvent liée à des problèmes plus ops que applicatifs, hein, où le problème, c'est que la base de données a été laissée exposer avec des credentials par défaut, etc. En plus, c'est très facile à trouver. Il y a des sites qui recensent ce genre de service. J'avais l'impression que le ransomware, c'était surtout exploité par
c'était surtout une faille côté humain. C'est-à-dire que c'était t'envoies un mail Alors, avec pièce jointe à quelqu'un qui l'ouvre. T'as les deux, effectivement. Donc moi, je voyais plus ça un côté entre guillemets back-office. Côté utilisateur que côté serveur. T'as les deux, effectivement. T'as ça où, ok, c'est un petit peu plus élaboré des fois, où tu vas t'introduire. Donc, soit tu vas loquer le PC de ta grand-mère, hein, par exemple, et ok, elle a pas de choix, faut qu'elle paye. Soit c'est une entreprise où il y a une personne qui va ouvrir le mail, et là, c'est un espèce de virus qui va se répandre en interne et qui va aller chercher les NAS et les SAN et qui va aller chiffrer tout ça. Mais tu as aussi l'autre pendant qui est les bases de données ouvertes, et donc tu as eu plein de cas de ces MongoDB, tu n'as pas d'authentification par défaut, et donc un MongoDB ouvert sur Internet, c'est une cible facile pour un ransomware. Mais pareil avec Elasticsearch, etc. Donc ça ce sont d'autres exemples. Et il y a eu d'autres tendances depuis les ransomware, parce que les ransomware, moi, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était il y a 5 ans quasiment. Ouais, ah oui. Est-ce que depuis, il y a d'autres tendances qui se sont émergées? Yes. Ce que j'ai vu, ce qu'on a tendance à voir de plus récent dans les vulnérabilités, ça va être des choses autour de SSRF, par exemple. Donc SSRF, c'est dès que tu as une fonctionnalité de type webhook, ton utilisateur va configurer une URL de son choix, et ton service va aller appeler l'URL de ton utilisateur chaque fois qu'il y a quelque chose de pertinent à lui dire. Si, à la place de cette URL, tu entres l'URL d'un endpoint AWS, par exemple, dans ton VPC, et bah, ton application, si elle ne se méfie pas, elle va aller appeler ce endpoint. Donc ça a été c'est un exemple de vulnérabilité qui est plutôt récente et qui tape beaucoup. Ce qu'on voit également récemment, c'est tout ce qui est autour de HTTP smuggling, où on va être capable de exploiter une mauvaise configuration sur un load balancer ou sur un reverse proxy, peut-être un BFF, où on va réussir à, en modifiant la requête HTTP entrante, faire en sorte que le proxy puisse faire 2 requêtes ensuite. Et donc ça permet de oublier de bypasser des vérifications de sécurité qui vont être faites par ce proxy. Ça va peut-être pouvoir injecter des headers particuliers, peut-être aller sur des services qui n'étaient pas autorisés, etc. Donc c'est une des autres grosses classes d'attaques. Alors j'ai l'impression que toutes ces attaques, elles ont gagné en retour sur investissement, on va dire, parce qu'en fait, on attaque des services qui ont de plus en plus d'informations sur les gens, tu as de plus en plus de données, qui ont du coup de plus en plus de valeur, de fait. C'est pas forcément juste des coordonnées bancaires, parfois ça va plus loin et donc on peut faire pas mal de choses avec. Donc ça, c'était la vraie tendance du Web 2. On entend de plus en plus parler du Web 3, c'est-à-dire que du coup on va décentraliser les données, on va beaucoup plus utiliser la blockchain, donc des notions de cryptage et compagnie. Est-ce que ça veut dire que la sécurité du coup va gagner, va faire un bond en avant grâce à tout ça? Est-ce que du coup les attaques vont devoir changer? Je sais pas, du coup, toi, comment est-ce que tu vois cette arrivée du Web 3? Ouais, je pense pas qu'il y ait une grosse influence sur la sécurité. Le Web 3, ça va quand même pas vers plus de simplification. Hein. C'est quand même souvent plus de complexité. La complexité n'est pas l'ami de la sécurité. Les systèmes complexes ou mal compris sont souvent pleins de vulnérabilités parce que personne n'est capable de les appréhender. Le fait de dire, OK, on va poser une blockchain derrière, la blockchain, ça reste un espèce de back-end derrière. Et d'ailleurs, j'ai pas non plus l'impression que le Web 3 soit forcément systématiquement adossé à la blockchain. Donc, c'est juste avoir un système décentralisé plutôt qu'extrêmement centralisé. Et encore, j'ai l'impression que c'est... Enfin, si tu prends Signal, je l'ai vu comme exemple de Web 3 par exemple, parce que l'entité centrale ne possède pas les données des utilisateurs. Bon, en fait, c'est la même chose avec WhatsApp et avec iMessage. Apple et Facebook ont fait du chiffrement end-to-end il y a très longtemps. Est-ce que c'est du Web 3? Je ne sais pas. Donc, non, je pense pas que ça ait un impact positif sur la sécurité. Mais donc du coup, est-ce que le type d'attaque et le retour sur investissement de chaque attaque va du coup changer? C'est-à-dire que l'accès à la donnée va être quand même plus complexe si elle est complètement éparpillée partout. C'est-à-dire qu'on va être sur une cible en tout cas très, 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 très différente. Alors là-dessus, c'est possible. Donc déjà sur les systèmes qui en sont capables, parce que toutes les applications métiers ne sont pas compatibles avec une approche décentralisée, mais sur les systèmes qui en sont capables, oui, de facto, si tu imagines que tu vas breacher Orange demain et que tu récupères tous les SMS qui ont transité par le réseau d'Orange, ok, très intéressant. Ou si tu laisses une sonde en tant que hacker dans le réseau Orange et que tu écoutes tous les SMS, super.
Si tu veux breacher Signal ou Facebook ou Apple et laisser une sonde qui écoute tout, tu vas juste récupérer des données chiffrées. Donc c'est beaucoup moins intéressant. Et donc il faut que tu ailles casser les périphériques des utilisateurs. Et donc effectivement, oui, ça rend les choses beaucoup plus sécurisées. Mais c'est aussi la promesse de ces applications est d'avoir du chiffrement bout en bout. J'étais content de passer des SMS à iMessage parce que je savais que c'était chiffré de bout en bout. Donc la promesse de sécurité qui va avec les applications, elle n'est pas fausse. Il faut juste en avoir une bonne compréhension pour pas sombrer dans les sirènes du marketing de ces gens-là, par exemple. Je vois. Alors du coup, la stratégie de l'avenir, enfin, c'est quoi les grandes tendances que vous voyez chez Datadog sur les aspects de sécurité? Enfin, c'est quoi votre focus, sans essayer de révéler des secrets hyper confidentiels, mais enfin, tu vois, sur quoi vous vous orientez, vous? Yes, c'est une très bonne question. Il y a nous, vraiment, notre vision, c'est que la mission de Datadog, c'est break silos. Et la mission de Screen, c'était democratize security. Et je pense qu'on s'est très très bien retrouvé chez Datadog avec cette mission. Oui, en fait, démocratiser la sécurité, c'est être capable de laisser nos utilisateurs comprendre la sécurité et être capable de sortir du monde, du microcosme d'une petite équipe et d'en parler aux développeurs, aux ops, etc. Donc la façon dont nous on avance, c'est vraiment, on fait le pari que la sécurité va arrêter de devenir un milieu de spécialistes et va être capable d'être comprise par tout le monde. Ça, c'est vrai pour les applications. Donc typiquement, nous, notre mécanisme de protection au runtime de l'application va fonctionner de cette façon. Va exposer ces informations de façon démocratique, si j'ose dire. C'est vrai pour tous les autres outils de sécurité, en fait. Il faut qu'on construise des choses qui puissent aider tout un chacun à comprendre ce problème. Alors quand je dis tout un chacun, je parle pas de ma grand-mère encore, mais je parle de tout le monde dans une entreprise. Il faut que toutes les billes possibles pour résoudre un problème soient à disposition de chacun. Et une plateforme telle que Datadog, qui a une très bonne compréhension de ton environnement cloud et applicatif, va te permettre très facilement de faire ce bridge. Donc nous, vraiment, notre pari, c'est sur la convergence des données entre le monde de la sécurité et tous les autres mondes de l'entreprise à côté. Et du coup, en fait, ce que vous proposez aujourd'hui, c'est un peu une offre en mode SaaS. On va dire que c'est un peu de la sécurité as a service. Parce que du coup, ça se plug complètement à ton truc et après, tu as une interface qui permet de le faire. Il y a une grande tendance aussi en ce moment dans le monde de la tech, c'est le Everything as Code. Donc on a vu les ops as code, les plateformes as code, infra as code et tout as code. Est-ce que du coup, il y a une tendance aussi de security as code qui va se mettre en place? Alors... Non, je pense pas. Quand est-ce qu'on va débugger les bugs de sécurité du security as code? Non. En fait, le as code est en train de venir partout et ça a d'énormes avantages puisque c'est des choses qu'on peut mettre dans le CI, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir des revues de code, c'est des choses qu'on peut auditer simplement, sur lesquelles on va avoir de la traçabilité, etc. Donc, effectivement, tout dans le monde est en train de bouger as code. Et ça, c'est extrêmement positif, par contre, pour les équipes de sécurité, parce que, justement, on est capable d'ajouter des checks dans le CI, de s'assurer que telle méthode ou fonction dangereuse n'est pas utilisée, que si on crée une nouvelle ressource AWS, effectivement, il y a bien du chiffrement au repos. Et donc, par contre, la sécurité est vraiment en train d'utiliser tout ça pour être capable d'ajouter plus de vérifications et de guider les gens dans les bonnes directions. Par contre, les outils de sécurité sont aussi en train de passer en mode as code. Et donc ça veut dire que là où tu avais une configuration dans une UI digne de Windows 3.1 pour beaucoup de Web Application Firewall, aujourd'hui tu vas avoir tous ces acteurs récents tels que Datadog qui vont te permettre de le faire en configuration as code. Donc je dirais pas que les outils de sécurité créent des nouvelles choses, par contre ils suivent ce pattern. Ouais. Et sur les tendances aussi, on a vu l'IA s'insuffler absolument partout. Est-ce qu'avec le volume de données, de requêtes qui passent au quotidien, maintenant l'IA est un prérequis pour tous les systèmes de sécurité? Tout dépend de la taille de ton système, mais non, c'est pas un prérequis pour tous les systèmes de sécurité. Quand tu as de l'IA quelque part, c'est que tu as énormément de données à analyser et que tu vas pouvoir en sortir quelque chose
de plus digeste. Enfin, tu vas fournir un avantage à ton utilisateur. Pour avoir besoin de systèmes comme ça, effectivement, il va déjà te falloir des choses très importantes. Par contre, nous, on va se servir de l'IA pour aller raffiner des heuristiques. Et par exemple, on va shipper une heuristique en production une fois qu'on est sûr qu'elle a passé tel et tel test à l'échelle. Et pour ça, il nous faut effectivement d'énormes quantités de données pour être capable de valider ça. Mais d'un point de vue IA, effectivement, si tu prends Datadog aujourd'hui, l'investissement qui a été fait sur l'IA est assez énorme parce que c'est comme ça qu'on arrive à corréler des problèmes d'heuristique ensemble, qu'on va détecter que, attention, cette courbe qui monte, elle va franchir le threshold, même si elle est périodique, au bout de une semaine, donc il faut y faire attention maintenant. Et tous ces outils ne sont pas directement des outils de sécurité, mais ce sont des outils d'Ops qui vont, encore une fois, permettre de converger et dire, OK, on a ce problème qu'on a repéré là, c'est corrélé à tel problème de sécurité, donc allons voir comment on peut merger les deux pour fournir une info plus pertinente. Donc l'IA, en fait, elle n'est pas dans le produit en tant que tel, elle permet de définir des règles qui seront dans le produit une fois que l'IA les aura éprouvées. C'est ça le... Par exemple, ouais, et il n'y a pas non plus d'heuristique de sécurité qui repose 100% sur l'IA aujourd'hui. Il y a des gens qui vont offrir ce genre de choses. Bien sûr, je dirais que c'est encore balbutiant et que quand je le vois, ça reste plus un argument marketing que très clair aujourd'hui. Ok. Quand j'évoque ce genre de sujet, que ce soit la sécurité ou la diversité, ou ce genre de choses, c'est-à-dire que des sujets où on est dans un état pas ouf, j'ai envie de dire, j'aime bien terminer c'est à double tranchant, parce que ce ne sera pas forcément un message d'espoir, mais est-ce que tu as l'impression que la sécurité, c'est un sujet qui se porte de mieux en mieux, ou au contraire, tu penses qu'on n'est qu'au début des problèmes ? C'est une très bonne question. Je suis partagé là-dessus. Si je prends mon microcosme du monde du développement d'applications, je vois plein de frameworks de mieux en mieux qui aident à faire les choses. Je vois une maturité qui croît sur la façon d'aborder la sécurité dans les entreprises. Donc là-dessus, je suis relativement positif. Ce qui est plus inquiétant aujourd'hui, c'est que tu prends l'IoT, typiquement, donc le firmware de ces micros ou de ces platines ou de ces caméras, en fait, il y a très très peu de sécurité parce que souvent, c'est des choses qui sont faites sans toutes ces bonnes pratiques de développement et d'un monde qui vient plus du hardware que du software, et donc avec des pratiques vraiment un peu old school. Et puis avec aucune mise à jour, c'est-à-dire qu'effectivement, tu parles d'IoT, et tous les appareils qui sont là n'ont jamais été mis à jour depuis qu'on les a sortis des cartons, ce qui... Tout à fait. Et aussi parce que souvent les processeurs les espaces mémoire sont très réduits et ne permettent même pas de déployer une mise à jour. C'est très compliqué. Donc ça, c'est la vision un peu pessimiste. La vision optimiste, c'est que en fait, le hardware devient de plus en plus rapide et de moins en moins cher. Donc très vite, on va pouvoir avoir de la crypto et un espace de mémoire suffisamment grand sur ces devices pour qu'ils puissent recevoir leur mise à jour. Peut-être qu'ils n'ont même pas non plus de connectivité réseau. Donc en fait, tu as besoin de choses comme ça, qui est aussi un trade-off. Hein. Est-ce que si j'ouvre une connectivité réseau dans mon micro, qu'est-ce qui peut se passer et puis, il y a aussi une législation qui est en train de se mettre en place sur la qualité. Donc il y a certains pays qui réfléchissent à avoir une législation sur OK, le software doit avoir quelques normes de sécurité minimale. Évidemment, je pense que ça pourrait aider à guider le monde dans une bonne position. Donc un message d'espoir mitigé, en gros. Un message d'espoir attentif. Je vois. Merci beaucoup JB pour tout ça. J'aurais une dernière question, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je suis définitivement espace. Mais ma configuration VI en atteste. Eh ben top. Eh ben merci beaucoup JB pour tout ça. Merci à toi Bruno. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à tous ceux qui étaient en live d'avoir participé en posant tout un ensemble de questions. Je vous remercie aussi toujours de continuer à partager ce podcast autour de vous. Va se lancer très bientôt. Normalement, quand cet épisode sort, ce sera déjà le cas, mais il y a un shop IFTTD qui va se lancer. Vous pourrez trouver des pulls, des t-shirts, des stickers, des mugs. Je suis un dev, je suis une dev, différent, extraordinaire et visionnaire. Normalement, ça devrait vous permettre, si vous vous dépêchez,
d'avoir ça suffisamment tôt sous le sapin de Noël ou de suggérer le truc à votre partenaire, ami, famille pour qu'il vous offre ça pour les fêtes de fin d'année. Et ce sera du coup aussi l'occasion de participer à ce podcast. Quoi qu'il arrive, il y a aussi déjà un Patreon qui est disponible pour ce podcast que vous pouvez retrouver en commentaire de ce podcast sur le site fttd.io et sur le compte Twitter. Voilà, si vous voulez contribuer à ce podcast d'une façon ou d'une autre, c'est toujours très sympa. Et il y a une façon encore plus rapide pour vous de participer à ce podcast, c'est de mettre un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, ça fait remonter dans les classements, et de le partager autour de vous aussi, c'est toujours fun. Ou juste m'envoyer un petit mot gentil sur Twitter, c'est un truc qui me fait plaisir, ou sur Discord, ou comme vous voulez. Bref, plein de moyens de participer à ce podcast. Je vous en remercie parce que c'est toujours fun à faire. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.